Bienvenue Alice et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous regardent et ou qui nous écoutent sur podcast ou sur YouTube ou qui sont en direct aujourd'hui avec nous ou qui vont nous rejoindre dans l'heure. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Rain or Shine Alice, donc qui a fait son chemin déjà dans le monde du café, pas mal, dans sa carrière, mais qui a fait un long chemin dans son voyage, qu'on a appelé voyage initiatique dans le monde du Ouais, café. On va voir tout ça ensemble, évidemment, pendant cette heure qui va être très inspirante et pleine d'exotisme, mais pas que du rêve, parce que finalement, en fait, il y a un regard critique forcément sur tout ce que tu as pu voir, qui doit être rempli d'espoir comme ouais, de choses un peu plus difficiles à accepter et qui mettent un peu de challenge, j'imagine. ouais, carrément. Ouais, bah, effectivement, donc bonjour tout le monde, hein, d'abord. Merci Manu pour me permettre d'intervenir. Bon, moi, mon histoire avec le café, et voilà, c'est extrêmement personnel, humble, ce voyage que j'ai fait. Voilà, j'ai rêvé de voyager, de connaître plus profondément le café, les personnes qui travaillent dans le café, depuis que j'ai fait mon premier voyage en Éthiopie. Et, et voilà, ça a été un gros choc à l'époque de prendre dans la figure la difficulté du monde, je dirais, quand toi, tu as l'habitude d'être bien confortable. Et même si c'est un des plus beaux cafés du monde, et même si c'est un des pays producteurs les plus importants au monde, et ben, tu prends quand même dans la figure des difficultés auxquelles les producteurs là-bas doivent faire face, une réalité qui est difficilement comparable avec la nôtre aussi. Et donc, en fait, tout ça, ça m'a fait me questionner sur, OK, moi, à l'époque, j'étais commerciale en café vert chez Maréterra, pour ceux qui connaissent, importateur de café de spécialité, qui commence à être un peu connu maintenant quand même en Europe. En tout cas, on a fait en sorte que à l'époque. Et en fait, c'est vrai que au bout d'un moment, vendre du café vert, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais en fait, tu te retrouves toujours dans une logique de profit. Tu te retrouves toujours dans une logique en fait, de néocolonialisme, hein, on va dire les choses un petit peu difficilement, mais enfin un peu crûment, mais finalement, la filière café, c'est aussi ça. Donc voilà, donc plein de questionnements sur mais merde, c'est quoi ce qui se passe dans le monde du café? Comment ça se fait que les gens continuent à produire du café alors qu'en fait ça leur rapporte pas d'argent? Enfin, tu vois, c'est quoi tout ça? Enfin, voilà. Mhm. Donc en fait, je me suis dit bon, ces questions-là, j'arriverai pas à trouver de réponse. Il y a personne qui soit a envie de me donner des réponses, soit s'intéresse fondamentalement parce qu'au final, bah, c'est un business, il faut le faire marcher, alors on y va, et puis bah, on ferme les yeux sur certains trucs parce que ça nous arrange bien. Donc je me suis dit, bon, bah, qu'à cela ne tienne, je vais y aller, j'aurai ma vision, ce ne sera pas la vision universelle, je n'aurai pas une vérité générale, mais au moins je vais aller voir, je vais essayer, je vais voir comment ça se passe. Donc Super. Ok. à partir de là, j'ai défini un plan de voyage qui suivait un calendrier de récolte. Je me suis plus ou moins plantée à certains moments, mais globalement, ça a été. Donc j'ai commencé en Afrique. Euh, Ok. Peut-être qu'on va le faire, on va le faire au fur et à mesure. ouais, Est-ce qu'on peut juste faire un retour en arrière alors et puis ouais, juste faire une petite introduction en fait et comprendre d'où tu viens parce que tu as bien expliqué là en résumé en fait quel était ton parcours vite fait. Mais en ouais. fait, comment tu es arrivé dans le café chez Maréterra? Est-ce que c'était par hasard ou est-ce que c'était une envie d'autre chose parce que c'est une reconversion? Bah, c'est une reconversion, c'est sûr, mais c'est aussi un grand hasard, comme beaucoup de personnes dans le monde du café de spécialité. J'ai débarqué à Barcelone en 2013 et j'ai commencé à travailler chez Marécart en 2014. Donc j'ai débarqué à Barcelone parce que j'ai suivi mon conjoint. J'ai fait des trucs à droite à gauche pour apprendre l'espagnol, enfin, pour gagner un peu ma vie. Puis au bout d'un moment, j'ai eu une possibilité de travailler chez Maréterra, qui cherchait quelqu'un pour développer le marché français. Alors, moi, mon background, c'est j'ai fait des études de droit et j'ai travaillé dans le milieu associatif culturel. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la gestion de projets culturels et notamment la gestion de projets interculturels, c'est-à-dire la dimension internationale, comment est-ce qu'on
créer des échanges, quelle est cette question du choc culturel, la question du développement par la culture, etc. Donc, j'ai fait pas mal d'études aussi là-dessus. Et en fait, pour moi, le café, c'est un vecteur d'échange culturel. Voilà, pour moi, le café, c'est un projet de coopération interculturelle. Je préfère le voir comme ça que comme simple produit néocolonial. Mais voilà, donc chez Maria Terra, j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, ils cherchaient quelqu'un qui parlait français et qui s'intéressait, sinon au café, du moins aux produits gourmets, au goût. Et bon, bah moi, une de mes grandes passions, c'est de cuisiner, de bidouiller des trucs dans ma cuisine et tout ça. Donc, le contact est très bien passé à l'époque avec Josiana Bernardes, que toi tu connais, qui était à l'époque responsable marketing chez Maretera. Et puis, ben voilà, c'est souvent comme ça, hein, la vie professionnelle, tu t'entends bien avec quelqu'un, le feeling passe, et pim pam poum, les choses commencent. Il se trouve que Maretera, à l'époque, c'était une toute petite équipe. Du coup, en fait, j'ai été embauchée comme commerciale sur le marché pour le marché français, mais en fait, j'ai fait plein de trucs. Il fallait, enfin, voilà, ce que je dis, c'est que avant même de goûter aux premières tasses de café de spécialité et de me rendre compte de ce que c'était, j'ai d'abord travaillé le café avec les mots, parce que la première semaine de boulot, j'ai fait de la traduction de fiches de traçabilité. Donc en fait, je suis rentrée dans un univers de l'espagnol au français, de l'espagnol à l'anglais, etc. Et j'ai dû rentrer dans un champ lexical du café avant même de rentrer dans tout ce profil aromatique. Donc c'est très intéressant d'avoir cette approche-là. Moi, j'aime beaucoup les mots par ailleurs, donc voilà. Et ensuite, s'en est suivi, je me souviens du cupping qui m'a vraiment fait voilà, changer les choses. J'étais avec mon collègue Timour, que tu connais aussi. Aussi, oui. Timour Doudkin, qui est le responsable qualité chez Maretera, accessoirement russe. Et, Ça a son importance parfois. Ouais. Ah ouais, surtout chez lui. Et en fait, voilà, on avait un client ukrainien qui était là et on était en train de faire... il était en train de faire une petite dégustation, un cupping de café de Colombie. Il fallait qu'on sélectionne, etc. C'était juste avant Noël, par là-bas. Et là, il me dit, Alice, vas-y, sens ça. Juste sentir, tu vois. Et là, je me suis retrouvée avec des notes de cassis. J'avais jamais senti du cassis. Bon, alors maintenant, on a tous l'habitude avec les cafés naturels, fermentés, etc. Mais moi, à l'époque, j'étais là, mais attends, mais c'est du cassis, vraiment. Enfin, voilà. Et voilà, donc ce café, c'était un café de Colombie, de la région de Huila, process naturel, café El Tesoro, qui était le premier café naturel que j'ai bu et le premier café de spécialité. Donc, je me souviens, il y en a eu de nombreux d'autres. Ouais. Et voilà, et c'est vrai que c'est un univers aromatique qui est absolument fabuleux. Donc voilà. À partir de là, tu as plongé dedans, quoi. Ouais, à partir de là, bah, tu deviens fou, en fait. Tu as envie de tout apprendre, tu as envie de... Donc, j'étais tout le temps fourrée au bureau, au labo. J'essayais d'aider dans tous les sens. Je préparais les cuppings. J'essayais de remplir à fond les fiches SCA, très, très scolaires, etc. Enfin, c'est super dur au début. C'est toujours super dur, d'ailleurs. Hein. C'est jamais facile, l'exercice du cupping. Si tu n'es pas tout le temps dedans, tu perds facilement tes repères, etc. Mais j'ai passé 3 ans chez Maretera et j'ai appris beaucoup de choses. Puis à un moment, il fallait que je sorte du cocon, quoi. Il fallait que je sorte de... Parce qu'en fait, moi, j'ai eu un mentor qui était Timour en termes, je dirais, de dégustation. Mais après, faut sortir de... C'est toujours pareil, sortir de ta zone de confort. Il faut voir un petit peu comment on cup les autres, comment ça se passe chez les autres. Parce que bon, en fait, il n'a pas la parole divine non plus. Et puis, bah, même si tu l'aimes beaucoup, même si tu l'admires dans tous les sens, bah ouais, mais il faut aussi, toi, te faire ta propre idée. Et je dirais une chose, dans un cupping, c'est hyper important que tu aies confiance en toi et pas que tu aies confiance en ce que te dit ton mentor. Enfin, ça, au début, c'est bien, mais il y a un moment, ben voilà, tu as la maturité gustative, tu es capable de prendre des positions qui seront peut-être pas celles des autres. Tu n'auras peut-être pas la même notation ou peut-être tu sais pas noter, on s'en fout en fait. Mais par contre, tu as des sensations et franchement, ça, c'est hyper important parce que c'est toi qui vas le boire, le café, à la fin aussi. Et oui, mais tu ne peux pas attendre toujours que ce soit quelqu'un d'autre qui te mette les mots dans la bouche. Ouais, et puis en plus de ça, peut-être que tu n'as pas toute la maturité pour sentir les défauts encore, etc. Bon, ok.
Mais au final, si tu les sens pas tout de suite, peut-être tu les sentiras plus tard, mais ça fait partie de ton évolution professionnelle aussi. Donc c'est pas grave si tu les sens pas tout de suite et que tu te plantes. De toute façon, techniquement, tu as un palais qui est. À l'époque, moi en tout cas, c'était un peu plus, je dirais, poussé que la plupart des cafés simples qui étaient proposés sur le marché. Donc bon, je dirais qu'on ne se plantait pas beaucoup si je ne sentais pas, je ne sais pas moi, une petite aigreur dans un café à l'époque. Voilà. Bon, maintenant, ça a vachement évolué. Les clients sont très très formés, et notamment en café spécialité. Mais voilà, surtout avoir confiance en soi. Et ça, je le dis à toutes les personnes qui s'initient au cupping parce que ça impressionne beaucoup. Et à juste titre. Mais il faut vraiment aussi se dire, OK, voilà, ça c'est ce que je ressens, et puis il n'y a pas de vérité, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, tu t'es dit, bon, là il est temps peut-être que j'aille voir, j'aille me faire ma propre idée ailleurs, ou alors entendre la parole de quelqu'un d'autre. Ouais, voilà, j'avais besoin de sortir un peu du cocon, voilà, et du coup, puis voilà, en même temps, il y avait plein de questionnements, même sur le modèle de l'importation, parce que je suis chez un importateur, certes de café de spécialité, mais qui n'a pas toujours été de café de spécialité. Donc, on reste sur des modèles traditionnels euh, finalement, bien sûr, un certain niveau de transparence, parce que c'est comme ça qu'évolue le marché, mais en même temps, toujours des pratiques qui sont liées au marché, tu vois, au prix qui est fixé par le marché, sauf pour les cafés de spécialité. Mais au final, quand est-ce que tu fais la différence entre un café qui est de spécialité ou il ne l'est pas? Qu'est-ce qui va te répondre ton patron? Bah non, pas tout de suite, parce qu'en fait, il a quand même besoin de faire marcher son business, tu vois. Donc voilà. Donc moi, j'avais plein de questions, et voilà, puis après, accessoirement, j'étais à une phase de ma vie où j'avais le temps de voyager. J'étais pas encore maman comme c'est le cas aujourd'hui, hein, donc voilà. Donc avec mon conjoint, on a eu envie de partir, et on a fait notre plan. Accessoirement, c'est lui qui a fait mon blog. Voilà, enfin lui, il n'est pas dans le café, mais il est dans l'informatique, donc ça aide aussi. Ah oui, forcément, ouais, d'accord. Donc c'était un voyage à deux. Ouais. Et Ouais. alors, comment tu l'as planifié? Tu disais tout à l'heure, suivant les saisons, les Ouais, alors, récoltes? suivant les récoltes, alors j'ai identifié, je savais que je voulais essayer de faire plusieurs continents, hein. J'avais des pays pour moi qui étaient impossibles de passer outre, donc notamment l'Éthiopie, même si j'y étais déjà allée, mais je voulais vraiment y retourner, y passer, et puis voilà, parce que c'est une étape cruciale. Je voulais faire un pays d'Asie. Je n'avais pas identifié initialement, j'avais pensé à l'Inde, et puis ça s'est avéré assez compliqué. Finalement, donc on a choisi l'Indonésie parce que j'ai eu de la chance de trouver un contact. Je vous raconterai ça après. Les Philippines, parce que j'ai connu Laïci à l'époque, qui m'a donné le contact de la boîte avec dont elle est associée d'ailleurs là-bas, Casalda. Ensuite, le Brésil, c'était. Alors, pour plein de raisons, hein, moi je suis une amoureuse du Brésil, avant d'être amoureuse de leur café, mais surtout du Brésil. Et pour moi, c'était le premier producteur mondial, voilà, tu passes pas à côté. Euh, Ensuite, Amérique centrale, j'avais pas encore. Si, j'avais défini que je voulais aller au Honduras, puisque j'avais un contact là-bas. Guatemala, mais après voilà, tout n'était pas hyper défini. Par contre, j'avais un plan général qui suivait les récoltes. Donc ça commençait par l'Afrique, puis l'Indonésie, puis les Philippines, puis le Mexique, Amérique centrale, et on a fini au Brésil. Voilà. Ça D'accord, ok. va faire 12 mois. D'accord, ok. Et alors, tu as vite fait aussi parler de l'Éthiopie. Tu y avais passé combien de temps la première fois? La première fois, j'étais allée avec Marepera, donc on y avait passé 5-6 jours. À Hmm. l'époque, avec Eleana de Moblako, Eleana Georgalis, donc qui est connue par la plupart des personnes qui travaillent déjà dans dans le café spécialité. Et c'était super intéressant. C'était incroyable. Encore une fois, elle nous avait emmenés à l'époque dans sa ferme à Lirgachefe. Donc on avait traversé toute la zone de Sidama et on était descendu jusqu'à Guédeb.
On m'avait vu à l'époque. À l'époque, c'était vraiment le début de la révolution avec l'ECX, donc Ethiopian Community Exchange. Donc à la base, c'est lui qui avait le monopole de la commercialisation du café. Et petit à petit, pour des 5-6 dernières années, ça s'est ouvert. Mais moi, la première fois où je suis allée, c'était d'abord beaucoup moins développé que celle de maintenant, en termes d'infrastructure, en termes d'infrastructures aéroportuaires, au niveau des routes, etc. On faisait tout en voiture. C'était un peu, il n'y avait pas encore la grosse crise guerre civile qu'il y a un peu en ce moment, enfin les conflits internes, même si c'était compliqué. Et puis ouais, je me souviens de la première ferme où on a été, c'était à Bensa. Donc Bensa, c'est dans la zone de Sidama B, si je ne m'abuse. Et c'est pas des cafés qui sont très connus, mais franchement, c'est parmi les meilleurs cafés que j'ai goûtés. Encore une fois, préparé par Eleana. Eleana prépare extrêmement bien ses cafés. C'est pour ça qu'elle fait le travail. C'est une exportatrice, donc qu'elle fait le travail qu'elle fait. Moi, j'aime bien parce qu'elle a ses fermes, donc elle a son contact privé avec elle peut vraiment commercialiser son propre café. Mais elle joue le jeu de l'ICX aussi, Eleana. Donc, elle achète son café à la vente aux enchères publiques. Elle essaye d'en tirer le meilleur, donc elle le prépare de la meilleure façon possible, mais elle joue le jeu des règles de commercialisation du pays. Et je trouve que c'est bien, parce que c'est génial de faire du commerce direct avec les producteurs, mais ça ne correspond pas à toute la réalité du pays. Tous les producteurs ne sont pas capables encore de faire ça. Il faut avoir des bons alliés pour ça. Donc voilà, et personnellement, chez Marepera, on a toujours bossé avec nos placos. Et on a toujours eu des super cafés, quoi. Donc voilà. Petite parenthèse pour dire qu'il n'y a pas que chez les petits producteurs qu'on a des bons cafés. Il y a des acteurs dans la chaîne de production, exportateurs, importateurs, coopératifs, qui bossent super bien. Ouais, donc il faut les connaître, il faut avoir de bonnes relations avec eux. C'est une question de humaine et de relations aussi, forcément. Ça se construit après. Tu travailles avec eux, tu développes avec eux ce que tu veux, tu leur expliques. Puis au fur et à mesure des années, quand tu commences à te connaître, les choses s'améliorent. Mais toute relation commerciale, de toute façon, elle est basée aussi sur une relation humaine, en tout cas pour toi constructif. Ça, c'est mon avis. Ouais. Mais alors donc ce voyage, ça a été donc de 5 jours, ça a été 5-6 jours, ça a été dans le cadre de ton travail avec Marethera. Ouais. Et de toute façon, si tu avais continué avec Marethera, tu en aurais fait d'autres, sûrement de voyages comme ça à l'origine, mais toujours dans des temps un peu limités et où j'imagine en fait tu as vu certaines choses et évidemment d'y aller, ça ouvre les yeux sur certaines réalités de la chose. Mais peut-être que toi, tu avais envie de passer plus de temps, en fait, quand tu as voulu faire ces voyages indépendamment. Bah, évidemment, après, tu étais libre de tes mouvements, etc., etc. Mais est-ce que tu penses que si tu avais gardé ton poste et si tu avais continué, en fait, à faire des voyages à l'origine, dans ces voyages un peu limités, est-ce que tu n'aurais pas eu le même retour que dans ton voyage indépendant? Clairement. Pour moi, déjà, le blog s'appelle Coffee Behind the Scenes, donc dans les coulisses du café. Pourquoi? Parce que concrètement, quand tu travailles comme ça chez un importateur ou que tu es acheteur de café, la plupart du temps, c'est pas tout le temps le cas, mais en fait, les choses sont extrêmement bien organisées pour toi. C'est-à-dire, tu as un contact sur place. Cette personne, elle sait que tu vas acheter du café potentiellement. Donc, c'est un peu, t'es bien soigné quand même, tu vois, je veux dire, alors que ce voyage, moi, je l'ai fait clairement dans une optique informative, presque journalistique, hein. Et la première chose que je disais dans les emails de contact que j'envoyais, c'était que je n'étais pas acheteuse de café, d'accord? Deuxième chose, c'est que, selon les pays, c'est différent. Mais la plupart du temps, moi, j'ai voyagé en transport public, tu vois. Je veux dire, alors en Éthiopie, on a fait un petit mix parce que c'était pas toujours safe au moment où on y était. Mais voilà, c'est-à-dire que en fait, quand tu voyages comme ça et que tu dépends tu dépends pas d'un truc qui est tout organisé, ton temps il s'écoule pas du tout de la même façon. Quand tu pars, par exemple, moi je me souviens, mon collègue Timur, quand il partait en Amérique centrale,
pour faire des cuppings. C'est-à-dire, en une semaine, il faisait 3-4 pays différents. Donc, en fait, tu passes ton temps à cupper, puis après, tu vas dans l'avion, puis après, comment tu veux t'interroger sur les choses? Comment tu veux voir ce qui se passe derrière si tu passes pas un petit peu de temps dans le pays? Et pas seulement avec les producteurs de café. Ce qui est important, c'est de passer du temps dans le pays à voir comment vit le pays. En Éthiopie, j'ai passé un mois là. Et ben, j'ai pas passé un mois à faire du café. J'ai passé 15 jours d'abord à aller au nord du pays, comprendre le pays, tu vois. Enfin, toute la partie historique, donc aussi bien géologiquement parlant, la naissance du grand rift éthiopien, etc. Et après, toute la partie qui explique l'arrivée de la religion orthodoxe, etc. Bon, bref. Tout ça, ça fait que ta façon de te déplacer, tu observes comment se construisent les routes, s'il y a des routes, s'il n'y en a pas, comment se déplacent les gens, si c'est avec une voiture, si c'est avec un bus, si c'est avec une moto. Tout ça, ça fait qu'en fait, tu réalises les difficultés ou en tout cas les réalités culturelles, économiques d'un pays. Et ça, pour moi, ce que j'essayais de démontrer à travers Coffee Behind the Scenes, c'est que tu ne peux pas comprendre le café juste en goûtant du café de spécialité dans une ferme qui est super bien tenue. Parce que c'est pas ça la réalité du café. La réalité du café, c'est vraiment un produit profondément ancré dans des traditions culturelles, dans des enjeux économiques, sociaux et politiques. C'est hyper politique en plus de ça, selon les pays. Mais donc voilà, donc oui, non, c'était complètement différent. Ça n'avait rien à voir avec, en tout cas, la façon dont j'aurais pu voyager effectivement avec ma repère. Après, des gens qui sont sur la route dans le monde du café, des torréfacteurs qui font les choses voilà, différemment. Mais la plupart du temps, voilà, tu vois la jolie facette des choses et c'est ce qu'on veut te montrer aussi. Hein, donc, Bien sûr. il faut Oui, aller... tu as voulu le faire sans lien commercial et tu as voulu le faire sans la facilité VIP du client qu'on va amener partout et à qui on va adresser un espèce de tapis rouge pour rendre les choses très faciles. Évidemment. D'ailleurs, et ce qui me paraît complètement normal, hein, mais à plusieurs reprises, je veux dire, on a soit payé des visites, soit payé des logements, soit, enfin, je veux dire, c'était pas, yeah, on est invité chez les producteurs, hein, tu vois, enfin, c'est arrivé, mais d'abord, personnellement, on donnait toujours une compensation, enfin, voilà, c'est un travail enfin, c'est une relation humaine, tout ça, mais il y a des pays où, par exemple, au Brésil, si tu vas chez les gens et que tu oses dire que tu veux payer ou offrir quelque chose, tu te fais défoncer. Ils ont un sens de l'hospitalité où tu peux pas, c'est presque les offenser, tu vois. Donc il faut aussi rentrer dans ce contact humain-là et c'est ça qui est très beau. Puis il y a d'autres pays où au contraire, on va te dire, bon, bah, si tu veux venir, hein, même si c'est pour faire du reporting, eh ben, tu payes tant, c'est cash, hein, c'est tout. D'accord. En fait, donc, tu avais une façon, tu savais ça, un peu les différences culturelles avant de contacter les gens, ou finalement, tu avais un peu le même email que tu as envoyé à droite à gauche. Et dans cet email, enfin, tout à l'heure, tu disais, par exemple, voilà, tu disais directement que tu n'étais pas là pour acheter du café. Qu'est-ce que tu disais, en gros Ouais, je disais que j'étais là. En fait, l'idée principale, c'était d'essayer de donner une voix aux producteurs, donner une voix au chapitre, en fait, parce que Coffee Behind the Scenes, c'est un blog avec des articles, mais on a aussi développé une chaîne YouTube. Okay. En fait, c'était un petit peu, voilà, c'était très ambitieux de notre part. Mais en fait, on est arrivé avec vraiment un petit micro, un appareil photo qui sert de caméra, qui est en l'occurrence une bonne caméra, hein, et on faisait, d'ailleurs, Régine, elle pourrait en parler, puisqu'on l'a interviewée pour l'épisode de Kenyan. Mais voilà, on n'est pas des professionnels de l'audiovisuel. Par contre, mon conjoint adore les petits montages, etc. Donc, on bidouillait des trucs. Mais par contre, voilà, on allait voir les gens, les producteurs, ça pouvait être des importateurs, ça pouvait être des responsables de coffee board, voilà. On leur demandait s'ils acceptaient en gros, de témoigner pour nous expliquer quelle était leur vision du café. J'adaptais forcément mon discours, mes questions en fonction de la personne que j'allais avoir en face de moi. Je le faisais de mieux en mieux au fur et à mesure de l'année, parce qu'au début, on ne s'improvise pas reporter non plus. Et en fait, voilà, après, on récupérait ça, on dérushait, et on essayait de nous faire un montage, on entrecoupait tous les discours pour, en fait, que ce soit pas nous qui soyons visibles et qui vous disions, bah voilà, c'est ça qu'on a vu, en fait, mais que ce soit eux qui vous disent, bah voilà, c'est comme ça que ça se passe chez nous.
C'est comme ça que ça se passe. Et c'est un exercice qui est extrêmement long, lourd à faire. Mais voilà, c'était la façon de leur dire, bah, en gros, moi, je ne peux pas vous acheter du café. Par contre, peut-être que je vais pouvoir vous donner un peu de visibilité. Je ne peux pas vous garantir, à aucun moment, je peux vous garantir que ça va vous ouvrir des portes. Par contre, ben, je peux peut-être que si, en fait. Donc, ils ont une carte à jouer. C'est ça. Ouais, au moins leur donner la voix, en fait, c'est pas tout le monde qui donne cette opportunité-là. Et clairement, directement, j'imagine que tu leur as dit que tu n'étais pas là pour venir faire un selfie Ah ben non. dans chacune. Enfin, c'est exactement la chose que tu voulais pas faire. Ah, exactement. En fait, d'ailleurs, si tu regardes, même sur Instagram, il y a très peu de photos de nous. Tout Ouais. simplement parce que, même si c'est ça qui fait que tu as le plus de followers, etc. C'est vrai, en plus. Bah ouais, mais en fait, moi d'abord, c'est ce que je déteste absolument accessoirement dans notre société actuelle, mais sur Instagram, c'est vraiment le selfie à tout va, ça m'exaspère. Et en plus de ça, c'était vraiment l'antithèse de mon projet, quoi. Le projet, c'était tu montres des gens qu'on ne voit pas, tu donnes la voix à des personnes qu'on n'entend pas. Le challenge, c'était les langues, tu vois. Enfin, je veux dire, parce que quand tu débarques dans une ferme en Éthiopie, ben, tu parles pas amharique, hein, donc du coup, ben, faut te démerder. Et puis, quand tu dois faire la traduction, ben, faut te démerder aussi. et, Ah ouais. et voilà. Et donc, la communication, c'était un vrai challenge, mais nous, c'est ça qu'on voulait faire. Et moi, j'en avais rien à foutre d'avoir 50 followers ou 500 followers sur Instagram, qui même me suivent, j'ai envie de dire, tu vois. Mais je suis, moi, d'abord, c'était encore une fois un projet personnel. Après, je le partageais. Et donc, je le partageais. Mon blog, il est en français, en espagnol et en anglais. En anglais, parce que c'est la langue la plus lue. En espagnol et en français. Parce que c'est deux. Bon, le français, c'est ma langue maternelle. L'espagnol, c'est une langue que j'ai complètement adoptée. Et pour moi, c'était hyper important que l'information soit traduite et accessible à des personnes qui n'ont pas, enfin, pas facilement, et surtout le français, c'est une langue qui se prête pas du tout au café, mais enfin au café de spécialité. Il y a plein de termes comme process par exemple qui sont très difficiles à traduire, etc. Ce qui fait que finalement on a peu de matière. On en a plein sur le côté barista, ça c'est pas compliqué, mais enfin pas compliqué, pardon, c'est extrêmement compliqué, bien trop pour moi. Mais je veux dire, on a plein de terminologies qui se sont développées à ce niveau-là. Au niveau café vert, c'est pas évident. Et moi, quand j'ai commencé chez Marepera, il y avait quasiment rien, hein, franchement. Oui, le contenu en français, ça manque encore, hein, clairement. À tous les niveaux du café, hein, je pense, même au côté barista. Mais Ouais, après, c'est vrai que quand tu es français et que tu t'intéresses au café, c'est intéressant de te mettre à parler anglais et ou espagnol. c'est sûr, ça c'est évident. Non, mais et puis ça a dû être un boulot énorme de faire les trois langues, hein, clairement aussi. Ouais, Euh, c'est du donc, boulot, mais après, c'est intéressant. ah ouais, Enfin, oui, bien sûr. c'est du boulot, mais après, voilà, t'apprends de chaque expérience. Moi, j'aurais jamais cru que j'étais capable d'écrire même des chroniques, des articles. Moi, c'est des petites histoires hein, sur le blog. Pas quelque chose qui se veut ni donneur de leçons, ni particulièrement. C'est pas une approche ultra scientifique. J'ai pas une méthodologie d'analyse, de statistiques, etc. Non, encore une fois, c'est l'humain qui est au cœur du projet. Donc moi, je raconte des histoires, des anecdotes. Euh, dans ce voyage, j'ai cassé beaucoup d'a priori aussi. C'est ça aussi que j'essayais d'expliquer à travers les articles que j'ai pu écrire. Ok. Alors, alors juste, il y a une question qui est apparue sur le chat. C'est une bonne question, hein, ceci dit. Hein. Maria qui demande, je suis curieuse de savoir ton business model parce que Ah oui, t'avais rien à vendre en fait. Et évidemment, ce voyage, comme tous les voyages, ça coûte de l'argent. ah ouais. Et là, c'était un grand voyage en plus que vous avez fait à deux en plus. Ouais. Mon business model, encore une fois, bon, c'est pas un projet lucratif. Hein, donc le but, c'était pas de se faire de l'argent, c'était d'en dépenser le moins possible. Enfin, le moins possible, c'était d'essayer de rentrer dans ce qu'on avait planifié. C'est un voyage qui est autofinancé, donc c'est plusieurs années d'économie qui ont été mises là-dedans, ni plus ni moins. Euh, et comment dire, voilà, c'est pour ça que je ne parlerai pas de business model. Par contre,
pour moi, c'était un investissement dans une auto-formation. Ouais. Tu vois, à l'époque, j'avais le choix entre me dire, on venait de se marier avec mon conjoint. Donc, c'était soit on se posait, on trouvait une maison, on faisait des bébés, et puis je me dépensais 2000 balles pour faire le Q-grading, ou peut-être 4000 parce que j'aurais fait le retake. Soit, en fait, 4000 balles, c'est déjà pas mal. Hein. Tu peux déjà partir quelques mois avec 4000 balles. Et en fait, je me suis dit, je vais peut-être faire ça, en fait, parce que au moins, ça ne m'empêche pas de faire le Q-grading après, je n'ai toujours pas de Q-grading. Mais en tout cas, j'ai d'abord besoin de répondre à des questions avant de devenir une experte en cupping qui ne sait rien sur l'origine. C'est ça. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, là, c'était le bon moment dans ta vie pour faire ça. Voilà. Donc, au final, t'as pas hésité plus longtemps que ça, peut-être. Ouais. Ok. Alors, du coup, vas-y, hein, raconte-nous ton voyage et les points, on va dire, qui ont été vraiment les plus marquants, on va dire, dans ton process. Et ce que tu recherchais, en fait, avec ce voyage. Et là, ce que ça t'a amené en vrai? Ouais. Alors déjà, c'est un voyage qui m'a beaucoup, comme je disais, qui m'a fait beaucoup changer d'opinion déjà sur le café de spécialité, le café en général, mais le café de spécialité. Je suis pas partie en me disant je vais aller voir des fermes de café de spécialité. Je voulais vraiment être ouverte à presque tout, je dirais, dans le sens où j'allais pas non plus voir les espèces de mastodontes des industries. Hein. Donc je suis pas allée voir du Neumann, je suis pas allée voir du Olam, etc. Par contre, j'ai quand même rencontré le responsable du département, comment est-ce qu'on appelle ça, développement durable de Nestlé en Indonésie, par hasard. Mais voilà, c'était un hasard des choses qui a fait qu'on s'est rencontrés et qui nous a reçus très gentiment, sans interview bien sûr. Mais voilà, ma vision du café à l'époque, c'était que je ne savais pas trop où se situait le café de spécialité ce que ça représentait pour les producteurs, si ça représentait la réalité du terrain. J'étais à peu près sûre que non, mais voilà, j'en étais pas convaincue. Et en fait, voilà, je voudrais juste dire encore une fois aux personnes, j'adore les excellents cafés qui scorent super haut, etc. Mais c'est pas que ça qui aide les producteurs. Ce qui est super capital pour moi, et je pense que voilà, on peut me contredire sans problème. Mais ce qui est super important, c'est quand il y a un producteur qui passe si on parle en terminologie SCA, on va dire un café qui score 78-79 à un café qui score 82. On ne peut pas s'imaginer le pas qu'il y a entre ces 4 points-là. Mais ça, c'est les 4 points fondamentaux, en fait. Parce que ça veut dire que le producteur, il est en train d'intégrer une autre logique qui n'est pas une pure logique productiviste, mais où on commence à se centrer sur de la qualité. Et donc, en fait, c'est ce pas-là qui est hyper important. Et c'est aussi ces cafés-là qu'il faut soutenir quand on achète du café. Moi, maintenant, quand je cherche à acheter du café, d'abord parce que c'est aussi ce qui correspond à la réalité de notre marché de consommateurs, pas nous en tant que buveurs de café de spécialité, mais en fait, dans la brasserie du coin, tu vas pas systématiquement trouver un café qui score 86 plus. Hein. Mais par Non. contre, tu peux décemment boire un café qui est autour de 82. Voilà. Alors, j'aime pas parler en termes de score, etc. Mais en gros, c'est pour dire que il y a des cafés qui ont été considérés comme ayant un certain nombre de défauts, que ce soit en termes d'analyse physique ou en termes d'analyse sensorielle. Et quand en fait on réduit cette marge de défaut et qu'on en arrive à des cafés qui sont plus propres, qui sont mieux préparés, ça veut dire derrière qu'il y a eu toute une logique de production qui s'est mise en place, qui est plus centrée sur la qualité, donc qui est plus centrée sur la connaissance du produit. On prend conscience de ce qu'est ce produit, de comment le préparer. Et en fait, ce pas-là, c'est le plus important chez les producteurs. Donc, déjà, ma vision, ça a été de dire, j'arrête de snober les cafés qui n'arrivent pas au niveau que moi, je pense le mieux. Je m'ouvre les papilles aussi au café qui n'est pas facile. Enfin, qui n'est pas facile, qui a pas des notes de cassis, par exemple. Voilà. Ensuite, il y a par exemple une expérience qui pour moi a été qui m'a beaucoup changé la perception du café Robusta. C'est quand j'étais en Ouganda.
accessoirement Ouganda. C'est pas un pays encore hyper connu dans le café de spécialité, mais c'est un pays magnifique qui a des très très beaux cafés Arabica et Robusta. Et en fait, j'ai été accueillie dans la ferme d'un producteur qui fait du fine Robusta, donc c'est l'équivalent du specialty Arabica. Et on a passé 5 jours chez lui. Donc c'est un Allemand d'origine ougandaise, donc sa famille est ougandaise. Et en fait, il est né et a grandi en Allemagne. Et puis, il y a 8 ans, il a décidé de revenir dans la ferme familiale parce que son père se faisait vieux et il voulait récupérer la ferme, etc. Donc, son père a toujours fait du Robusta. Il faut savoir que c'est une ferme qui est quand même à 1100 mètres d'altitude, donc c'est relativement haut pour du Robusta. Mais qui n'a jamais prêté attention. Là-bas, il y a plein de multinationales qui achètent en gros, etc. Bref, qui a toujours fait du Robusta naturel, pas bien préparé. Et lui, il s'est dit, bon, si je veux faire du Robusta tel que je le connais, même si l'Allemagne, c'est un bon marché d'achat pour le Robusta, il va falloir que je fasse les choses différemment. Donc, il s'est formé, il s'est auto-formé, il a commencé à faire du wash Robusta, donc du Robusta lavé, vraiment en ayant le même protocole de préparation que pour un Arabica. D'ailleurs, il utilise une dépulpeuse qui est une dépulpeuse à Arabica parce qu'elle permet de laisser, de retirer beaucoup de pulpe. Et lui, il voulait vraiment quelque chose de très clean. Parce que le Robusta, ça peut être très écœurant. Hein. Et du coup, lui, il voulait vraiment essayer de limiter un maximum les risques de surfermentation. Donc, il voulait enlever un maximum de pulpe au moment du dépulpage. Donc, il a commencé à développer ça durant plusieurs années. Et franchement, j'avais hyper peur le matin parce que je me suis dit, mince, on va être là-bas et je vais devoir boire du Robusta tous les jours. Et attends, il avait préparé le coup parce qu'il nous avait préparé un blend de 70% Robusta, 30% Arabica pour pas choquer, tu vois. Spécial étranger. Ouais, exactement. Et puis à la fin du séjour, je lui ai dit, mais Stéphane, franchement, j'aimerais bien quand même goûter ton Robusta à 100%. Donc il m'a laissé des échantillons qu'on a été dégustés dans un labo après à Kampala avec un de ses collègues, un de ses amis que j'avais rencontré, qui se trouve être une des personnes qui a collaboré au développement du protocole Fine Robusta en Ouganda. Et voilà, donc à l'époque, je suis arrivée là avec mes gros sabots en mode je ne bois que de l'Arabica. Et puis en fait, j'ai découvert qu'il y avait des excellents Robusta qui tenaient complètement la route, même à côté d'un Arabica de mauvaise qualité sur une table de café. C'est toujours difficile de mettre sur une même table Robusta et Arabica, même si c'est de la bonne qualité, parce qu'on est sur des univers qui sont complètement différents. Je préfère toujours l'Arabica, enfin le bon Arabica, mais il ne faut pas dénigrer et il faut faire attention à ses préjugés. Voilà. Je vous invite à... donc le producteur s'appelle Stéphane, je t'enverrai les liens si tu veux, enfin les contacts. Stéphane Katangolé et son café c'est Coffee You Know et je ne sais pas trop si ça se vend en ligne, je sais qu'il vend beaucoup en Allemagne, mais franchement c'est hyper intéressant. Et en fait quand j'étais sur place, il me posait des questions sur comment développer le process honey. Du coup, moi, je ne suis pas ingénieure, agronome, donc je ne sais pas très bien, mais du coup, je lui ai traduit de l'espagnol une méthode qui était développée, qui était mise en ligne par Ana Café au Guatemala. Donc, je lui ai traduit, je lui ai passé, et il a développé ses premiers produits en honey l'année où on était sur place. Voilà. Okay. Parce que la plupart du Robusta est en nature, normalement. Ouais. Au Ouganda, puis en général, c'est en nature. Et voilà, et lui, du coup, il a développé du lavé et du honey, mais je ne crois pas qu'il fasse de la nature. Enfin, il en fait, mais pour le marché local. Ok. Je suis même pas sûr d'avoir déjà goûté du Robusta lavé et encore moins au honey. Et alors, Régine dit même que son Robusta se vend aussi cher qu'un Arabica. Ah oui, tout à fait. Voilà. Mais en même temps, c'est normal parce que c'est un process. D'abord, c'est un petit producteur. Il n'a pas. En termes de rentabilité de production, c'est pas encore en place, tu vois. Il a une main-d'œuvre qui coûte cher. Il n'a pas un volume, même si c'est du Robusta, qui lui permet d'avoir des retours des coûts fixes
qui soit encore, comment est-ce qu'on dit, Qui rend la chose très rentable. Ouais, voilà, ouais. Mais du coup, ouais, ça lui coûte cher. Donc en fait, ça coûte cher, mais en fait, c'est parce que c'est ce qu'il lui faut pour vivre. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une logique de marché. Je crois même pas qu'il connaisse le cours du prix du Robusta à Londres, hein. Lui, il calcule, et ça, c'est un autre point sur lequel je vais revenir. C'est une personne donc, qui a eu une éducation importante en Allemagne, donc qui est capable de faire des coûts de gestion. Parce que l'un des gros problèmes dans toutes les fermes du monde, c'est le fait que souvent, en fait, les producteurs, anciennement des personnes qui n'ont pas eu accès à l'éducation, et donc qui n'ont pas eu accès à une rationalisation, en fait, à la vision d'une rentabilité d'une ferme. On pense beaucoup à court terme, on ne pense même pas à moyen, long terme. Et quand tu vas sur place, tu te rends compte que les personnes, elles en ont rien à foutre d'être peut-être de travailler à plus longtemps, parce qu'il y avait tout un truc autour de la cueillette de la cerise. Parce que en fait, quand on est dans une spécialité, tu lis dans toutes les fiches de traçabilité, ouais, les cerises c'est cueilli ultra mûr. Donc tu arrives sur place, tu te dis bon, c'est facile, c'est ultra mûr quoi. Mais en fait, c'est super compliqué parce que toute la culture de l'économie, de la culture productiviste, c'était de dire, moi, je fais du volume, donc j'arrache toutes les cerises de l'arbre et puis je fais le tri après, sauf qu'en fait, tu as plein de pertes, d'accord? Donc, en fait, quand tu essayes de changer cette tradition-là, qui est bien ancrée, hein, ça fait que immédiatement, les personnes vont avoir moins de volume de cerises dans leur panier, donc vont recevoir potentiellement moins d'argent immédiatement. Or, on pense immédiatement parce qu'on a des besoins immédiats, de nourrir sa famille, de payer des vêtements pour ses enfants, etc., etc. Donc, parce qu'on n'a pas cette possibilité d'avoir une vision moyen-long terme, eh ben, c'est extrêmement compliqué d'inculquer des changements qui nous paraissent à nous aussi simples, parce que tu te dis, mais arrête, c'est con. Si tu cueilles des cerises à point, tu auras une meilleure qualité, tu auras moins de pertes, et en plus de ça, tu peux donner du boulot plus longtemps à tes travailleurs. Mais en fait, voilà, nous, on a déjà une vision long terme, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, j'ai un article qui s'appelle « À la recherche de la cerise rouge ». Et en fait, ça explique ça. Ça explique que c'est loin d'être acquis de cueillir des cerises mûres. Et ça, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Indonésie, et c'est vrai en Amérique centrale. Et au Brésil, c'est encore autre chose. Mais, voilà. À moins qu'il y ait vraiment un contrôle au niveau de l'acceptabilité de... Je dis ça parce que je l'ai vu au Guatemala dans une ferme où vraiment il y avait un contrôle très dur sur la couleur des cerises. Et donc, sinon, en fait, ils repassaient au triage à la main pour ne revenir qu'avec des cerises rouges. Mais par contre, ce que j'ai vu en Éthiopie, c'était qu'effectivement, sur la table de séchage, tu avais vraiment de tout. Ah bah oui. Et pourtant, avec des super bons cafés. Et alors là, c'est là où tu te dis, mais si jamais il y avait un tri ou une cueillette sélective parfaite, ça serait wow. Mais, pour l'Éthiopie, c'est incroyable parce que même dans le pire des boui-boui où tu vas, ton café en Djebena, il est bon. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Enfin, pour moi, l'Éthiopie, c'est vraiment le café de mon cœur. Hein. Pour moi, j'ai pas eu d'autres sensations dans ma vie. J'ai bu des excellents cafés, mais pour moi, le café vraiment qui me fait palpiter, c'est le café éthiopien. Et voilà, parce que tu as ce truc de... même si tu vas dans le truc qui ressemble à rien, tu prends un café, là, au coin de la rue, il y a des tables de cérémonie du café partout, même s'ils ne font pas la vraie cérémonie. Ils font le truc rapidos dans la djebena qui a déjà été utilisé 20 fois dans la journée. Enfin, voilà. Et puis, le café, il est quand même bon, tu vois, tu sens le potentiel. Alors, il n'est pas propre, il y a des trucs qui passent pas. Mais par contre, il est bon, tu vois. Et tu te dis, mais imagine, ça, c'est le marché local. Imagine ce café à l'extérieur. Donc, ouais, le café en Éthiopie, c'est assez exceptionnel. Donc, effectivement, oui, si tu instaures un contrôle, mais si tu instaures un contrôle, ça veut dire que déjà, d'une certaine façon, soit tu as pris un risque de dire, OK, d'abord, soit tu as une espèce de manière de dire, je vais payer un petit peu plus mes producteurs pour qu'ils me croient, pour qu'ils me suivent et pour leur montrer que, enfin, pour les motiver. Enfin, les producteurs, les cueilleurs, pardon. Sinon, derrière, si tu as déjà instauré un système de contrôle, c'est soit que tu vends déjà ton café plus cher et que donc
tu es déjà capable, je dirais, de donner une plus-value à ton café et de montrer pourquoi ça marche, soit c'est parce que tu prends le risque de dire, OK, si vous faites ça, on va le vendre plus cher. Tu vois, et c'est ça, là, on en vient au point de dire, bah, le specialty, c'est pas juste tu mets en place, tu implémentes des process. Bah non, parce qu'en fait, implémenter un process, ça veut dire prendre un risque. Et ça veut dire prendre un risque économique. Donc, ça veut dire potentiellement mettre en danger la vie de certaines personnes, enfin, concrètement. Hein. Oui, bien sûr. Donc, et c'est là où peut-être tu te questionnais sur la viabilité du specialty dans la durabilité et que un producteur ne peut pas facilement se contenter du specialty parce que c'est pas la réalité de la chose. Ça coûte très cher de faire du specialty. Je pense que, encore une fois, il faut faire attention. On discute beaucoup en ce moment de ce que ça veut dire specialty. Je dirais du specialty 85 plus, ça coûte extrêmement cher. Faire du 80-85 sur une échelle de score SCA, c'est déjà plus réaliste. Parce que ça veut dire aussi que tu peux faire plus de volume, que tu as potentiellement moins de pertes et que tu peux avoir des cafés qui se vendent sur plusieurs marchés différents. Par contre, en dépit d'une meilleure, je dirais, faisabilité, productivité, il y a toujours des aléas qui sont complètement incontrôlables pour les producteurs et qui sont notamment les aléas climatiques, les aléas économiques, les aléas sanitaires. Hein, là, on est en plein dedans. Mais voilà, on parle du corona maintenant, mais il y a la dengue régulièrement dans tous les pays tropicaux. La dengue, la malaria, tout ça, ce sont aussi des réalités sanitaires et qui sont omniprésentes, absolument. Après, il y a des conflits politiques hyper importants. Au Honduras, au Guatemala, ce sont quand même des pays qui sont compliqués. En ce moment, en Éthiopie, aux Philippines, on n'en parle pas trop, mais le président, c'est quand même un sacré taré. Tout ça, ça fait que, encore une fois, on ne peut pas juste appliquer des règles mathématiques et dire à un producteur, tiens, fais ça, 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 ça. Parce que, en fait, il faut quand même bien comprendre dans quel contexte tu t'ancres. Tu as des réalités géographiques aussi. Par exemple, moi, j'ai été hyper surprise et choquée en Colombie. Je pense, tu vois, la Colombie, surtout il y a beaucoup de Français qui vont en Colombie pour le tourisme. Voilà, on parle beaucoup c'est quand même un pays qui est hyper actif. Et je m'étais dit que le café, en gros, la situation des paysans là-bas, oui, serait difficile, mais pas forcément plus que au Guatemala, pas forcément plus que, tu vois, au Honduras, etc. Mais en fait, franchement, c'est super dur pour les producteurs colombiens. Ce sont des très petits producteurs qui sont dans des zones montagneuses hyper élevées. Il n'y a pas d'infrastructure routière, tout simplement parce qu'en ce moment, les grosses zones dont on parle, donc le Huila, le Nariño, comment ça s'appelle, la vallée des Cauca, donc qui sont au sud du pays, ce sont des chaînes montagneuses, on parle des Andes, hein, là, donc entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Et ça a été des zones de conflit hyper importants pendant la guerre civile, les paramilitaires, etc. Et ça fait que moi, j'ai passé 2 jours à suivre des ingénieurs agronomes et on se déplaçait en moto sur des routes vraiment compliquées. Il faut savoir que les mecs, ils font ça tous les jours, 100 km à moto pour aller voir les producteurs et aller les aider, les accompagner pour qu'ils améliorent leur qualité, etc. Donc voilà, la réalité des producteurs de café en Colombie, elle n'est pas facile. On parle beaucoup de la coopérative, de la fédération des producteurs de café. Moi, je pensais qu'elle avait un rôle hyper actif parce qu'on voit le côté marketing, Juan Valdez, etc. En fait, c'est quand même relativement limité sur le terrain. C'est-à-dire que si tu n'avais pas des initiatives privées, ce serait très, 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 très compliqué pour les Colombiens. Donc voilà, 3e pays producteur au monde. Un des cafés, tout le monde te dit « Ah, le café de Colombie, c'est trop bien ». Ouais, sur le terrain, c'est chaud, quoi, franchement.
Il n'y a pas, donc tu dis, enfin, la fédération, effectivement, d'ici, et même quand on est sur place, on voit quand même que c'est important parce qu'on sent qu'il y a une espèce un poids, en fait. Alors peut-être plus dans le contrôle qu'autre chose. En fait, moi, je connais pas les tenants et aboutissants en finale tous les jours, ce que ça peut faire, mais il y a pas, il est censé y avoir un soutien aussi technique, Alors, de marketing, comme tu dis. il y a, mais c'est orienté à une certaine qualité de café et orienté à un certain marché. C'est-à-dire, dans le langage de l'importation-exportation, c'est il faut qu'on produise du café Excelso Supremo. Donc, ce sont des cafés de Colombiens de bonne qualité, hein, qui vont être autour de 80-82. On va travailler à fond des variétés hybrides. Donc, ils travaillent beaucoup sur la variété Colombia. Si tu vois, les espacements entre les arbres, ils sont extrêmement réduits. Donc voilà, c'est quand même, on est encore dans une logique productiviste, parce que le but, c'est quand même de rester en volume le troisième producteur mondial, parce qu'on s'est déjà fait sucrer, hein, la deuxième place par le Vietnam, hein, c'est pas le tout, mais bon, voilà. Donc, en fait, alors, attention, je suis très critique là sur sur la fédération. Elle a fait des choses très importantes dans le passé pour promouvoir la caféiculture colombienne dans le monde. Un énorme travail marketing avec le développement de la marque Juan de Valdez et à l'extérieur. Vraiment, il y a eu des choses importantes, donc tout n'est pas noir. Maintenant, la fédération est orientée sur le volume et sur un niveau de qualité, hein, parce qu'elle ne peut pas perdre en qualité. Mais par contre, on sent que depuis une dizaine d'années, disons que c'est un peu reposé sur les lauriers, tu vois. Là où justement il y a eu un essor économique, un accès à l'éducation dans le pays, ce qui fait que dans le pays, tu as des initiatives super intéressantes, notamment de jeunes. C'est hyper important de voir à quel point les jeunes se réinvestissent dans le café, dans les pays d'origine, grâce aux specialty, grâce aux coffee shops, grâce au brew, grâce à plein de choses qui paraissent d'un coup accessibles, intéressantes, qui font partie du café, mais qui ne font pas partie de l'aspect agricole, pénibilité du café. Donc, les jeunes ont voulu sortir des campagnes parce que, des terres, parce que c'était trop dur, parce qu'ils voyaient que leurs parents s'en sortaient pas, aller dans les villes, essayer de trouver des réponses à plus d'argent, etc. Et puis, en fait, ils sont tombés sur un nouveau business model du café de spécialité qui est le coffee shop, c'est pas facile, hein, c'est un vrai, parce que là-bas, le pouvoir d'achat, il n'est pas tout à fait le même. Hein, donc, développer un coffee shop, café de qualité, avec du matériel qui n'est pas donné non plus, enfin voilà, c'est pas facile, mais ça leur a permis de reprendre goût au café et du coup de vouloir redécouvrir la terre de leurs ancêtres, en fait. Donc, en général, moi, j'ai eu des exemples de petits-fils qui retravaillaient avec leur grand-père, puis avec leur père, qui leur retransmettaient en fait des informations pour intégrer des nouvelles méthodes de culture, des nouvelles méthodes de process, donner de la valeur à leurs produits. Et ça s'est fait par une espèce de rétroalimentation. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Donc là, en fait, on voit en gros que les acteurs du café spécialité sont pas venus de l'extérieur en mode un peu néocolonialisme, justement, en mode on va t'expliquer comment faire les choses, mais plutôt de l'intérieur, en fait, avec les nouvelles générations quand même qui sont peut-être affranchies des traditions et peut-être un peu de la fédération aussi, et qui sont adaptées à un nouveau marché et en créant aussi un nouveau marché du café spécialité dans leur propre pays. Mais ça, effectivement, donc on a des exemples en Colombie. Tu l'as vu dans d'autres pays, ça? En Indonésie aussi, non? En Indonésie, c'est incroyable. Comment c'est là-bas alors? Majoritairement musulmans. Du coup, en fait, les coffee shops remplacent les bars. Donc, en fait, on va boire les cafés, ils ouvrent à partir de 16h et puis ils sont ouverts jusqu'à 3h du mat. Ils boivent mais une quantité de café, mais c'est impressionnant. Et là-bas, dans des villes moyennes, quand même pas dans des petites villes, mais dans des villes moyennes, tu trouves facilement un coffee shop ou boire des cafés extrêmement décents. Après, l'Indonésie, c'est une autre réalité. J'ai eu beaucoup de bonnes surprises en Indonésie. Moi, j'y allais en mode, j'avais un peu peur du espèce de géant d'huile de palme, hein, donc vision écologie zéro, tu vois. Enfin, je m'étais dit oh là là, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas, voilà.
Et puis en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui avaient des initiatives hyper intéressantes avec une conscience écologique incroyable. Par le hasard des choses, je me suis retrouvée à avoir les contacts. Ce voyage s'est beaucoup fait je veux dire, tu trouves un contact qui te donne des contacts, qui te donne des contacts, qui te donne des contacts. Il y a des choses qui étaient planifiées, mais il y en a plein qui ne l'étaient pas. Et l'Indonésie, c'était vraiment, tu vois, je m'étais dit, je veux absolument aller à Sumatra, voir le process du wet hull, voilà. Et en fait, au final, c'est là où j'ai passé le moins de temps. Mais voilà, j'ai rencontré des. C'est là aussi où, encore une fois, tu casses avec tes préjugés, quoi. Tu te dis, je sais pas ce que je vais trouver comme café. De toute façon, ils font majoritairement du Robusta, mais en fait, voilà, il y a plein d'autres choses qui se passent dans les pays. Et moi, j'en ai vu 1% peut-être. Enfin, voilà, il y a plein d'autres initiatives. Est-ce qu'il y a des choses communes dans les difficultés des producteurs que tu as pu trouver parmi tous les pays que tu as traversés? Ouais, les choses communes, c'est les enjeux climatiques. Et en général, je dirais les restes de la colonisation. Donc, le fait que voilà, on n'a pas donné la capacité aux gens de, j'ai pas le mot en français, mais de capacité. Tu vois, la notion de empowerment, tu vois, de transmission. Capacity building, ouais. Voilà. Ça se développe, hein, évidemment. Je veux dire, maintenant, si on prend l'exemple de l'Indonésie, c'est un pays qui est quand même très développé. Le truc qui est hyper intéressant en Indonésie, c'est que le marché de la consommation a des prix plus intéressants en achat aux producteurs que l'exportation. Ça, c'est incroyable. Et c'est un pays qui compte, je crois que c'est le quatrième pays le plus peuplé au monde. Et du coup, c'est aussi, il compte en gros sur l'évolution de la, la, la société de consommation, enfin, sur le fait qu'il y aura de plus en plus de consommateurs et de consommateurs de café pour faire développer le pays, enfin le marché. Bref, ça c'était une parenthèse, mais oui, donc les enjeux climatiques, tu vois les mêmes maladies évoluer de façon différente, mais tu vois de la rouille partout, tu vois comment est-ce qu'on dit ça en français, la broca, la petite, Les scolytes? ouais, je sais pas comment on dit en français. Je crois que c'est ça. Ouais. Et donc, tu vois les mêmes problèmes, les mêmes enjeux, les mêmes difficultés en termes de gestion d'une ferme, les mêmes difficultés en termes tu vois, de prise de conscience de l'aspect qualitatif, parce qu'on a toujours l'impression que faire du volume, c'est plus intéressant que de faire de la qualité. Donc ça, c'est aussi une évolution. Donc en fait, tout ça, c'est assez. Les problèmes d'infrastructure aussi, c'est assez commun dans tous les pays, même s'il y en a où c'est plus important que d'autres. Ça, c'est des choses relatives, tu vois, c'est des traits communs. Le problème du prix, partout. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui est indépendant d'eux-mêmes, mais qui est lié, encore une fois, au colonialisme et néocolonialisme. Le fait qu'on est fixé sur des marchés qui soient parfois complètement, qui n'aient plus rien à voir avec le café, on est fixé le prix du café, quoi. Donc voilà, et l'air de rien, même si je voyais passer, je ne sais plus qui disait que quand on fait de la qualité, on doit plus se baser sur le prix du marché. Alors oui, en théorie, mais en fait, dans la pratique, tout le marché est basé sur, enfin, tous les prix sont basés sur le marché. C'est-à-dire que tu mets un premium plus ou moins important que tu appelles premium, que tu appelles specialty, que tu appelles, mais il n'empêche que ton prix de base, et même en Colombie par exemple, il y a beaucoup d'exportateurs qui décident de donner des premiums x10, x15, x20. Il n'empêche que le prix du café qui est fixé tous les jours dans ton marché local, il est lié au prix qui est fixé par la fédération. Ce prix-là lui-même, il est lié au prix qui est sur le marché mondial. Donc, en fait, que tu le veuilles ou non, le marché mondial, ça reste ta référence. Parce que ça impacte le marché local. Après, ben voilà, tu as plein de façons et tu as plein de façons de faire des calculs qui font que tu peux dire, je donne plus
je rajoute tout ce qui est coût de production, je rajoute tout ce qui est coût du travail, enfin voilà. Donc vous aviez, par exemple, chez Maretera, il y a une espèce de cahier des charges et les prix correspondaient à ce qui se trouvait dans ce cahier des charges. Bah, alors, on avait une partie des cafés qui étaient liés de toute façon plus spécifiquement au prix du marché. Il y avait encore des cafés, tu vois, qui s'achetaient plus en volume, hein. C'est les cafés du Brésil notamment, enfin, en tout cas les cafés type Cerrado, etc. Après, pour tout ce qui était café de spécialité, moi, j'étais pas dans les achats à l'époque, hein, mais pour les cafés de spécialité, c'était une négociation entre partenaires. Donc après, enfin, c'était pas tout le temps une négociation avec un petit producteur. En général, le producteur, il passait par une coopérative, par un exportateur, où là, tu as des gens aussi dont c'est le travail de faire de la négociation. Voilà. Mais Maretera, dans mon souvenir, en tout cas, à l'époque où j'y étais, peut-être que maintenant ils ont évolué, mais ils ne travaillaient pas spécifiquement sur le fait de dire on va donner un premium pour. Par contre, il y a vraiment des acteurs dans la chaîne de production qui le font plus à l'origine, donc plus des exportateurs. Je pense encore une fois en Colombie, que ce soit à Azahar ou à Caravela, qui ont deux business models complètement différents, mais eux, leur leitmotiv, c'est vraiment de dire je suis conscient que ça, c'est le prix du marché et que c'est mon prix d'achat sur le marché local. Par contre, moi, je vais définir un certain degré de qualité et en fonction, je dirais, de plusieurs paliers, et ben, je vais faire x2, x4, x5, x10, tu vois. Et ça, c'est mon premium. Mais du coup, tu as une transparence totale. C'est-à-dire qu'ils sont capables de te dire, bah, ça, c'est mon calcul et je peux te l'expliquer. Et je peux t'expliquer pourquoi ton café, il coûte autant. Dans les documents auxquels j'avais accès chez Maretera, en tout cas, j'avais pas cette visibilité-là. Après, ça veut pas dire qu'elle n'existait pas, mais moi, j'y avais pas accès. D'accord, ok. Et alors, parmi tous ces problèmes que tu as pu voir dans ces différents pays, au final, t'en tires quoi en fait? En revenant dans un pays, dans ton pays européen d'origine, et maintenant tu travailles dans une autre entreprise du café, et tu es même à l'achat maintenant aussi. Quelles sont les leçons que tu vas en tirer et comment en fait tout ça tu vas pouvoir l'utiliser dans ta carrière d'aujourd'hui et à venir? Alors, je dirais que la plus grande leçon, c'est que pour moi, en tout cas, que ce soit au niveau personnel et professionnel, c'est qu'il faut savoir rester humble et ouvert, qu'il faut rester vigilant avec les grands messages marketing. Je suis très, très sceptique vis-à-vis des entreprises qui peuvent m'aborder avec des magnifiques messages me disant qu'ils vont révolutionner le monde ou qui font du greenwashing ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, Donc, c'est quoi les mots qui font signal d'alarme alors pour toi? C'est direct trade, c'est quoi? Ouais, c'est quand on te met des superlatifs partout, quoi, hein, que tu travailles parmi les meilleurs producteurs du pays, que tu as la meilleure qualité, etc. Mais qu'en fait, derrière, tu n'as aucun élément concret, tu vois. Enfin, je veux dire que tu n'es pas capable de me donner d'une fiche informative avec, je sais pas, ne serait-ce que le nom de tes producteurs, tu vois. Enfin, bref. D'avoir des trucs qui sont hyper génériques avec, je sais pas, tu taperais dans Google AdWords, c'est quoi les mots les plus tendances, tu vois. Et donc ça, je fais très très attention. Après, il y a des entreprises dont c'est le business model et qui pour autant travaillent bien derrière. Donc c'est pas non plus, enfin voilà, faut faire attention aux préjugés dans un sens comme dans l'autre. Mais moi, j'essaye de maintenant dans ma démarche, que ce soit, maintenant je travaille dans la partie donc chez un torréfacteur, hein, donc je découvre l'aspect vente de café torréfié. Donc ce que j'essaye de faire d'abord et avant tout, c'est de rester le plus accessible possible vis-à-vis des clients auxquels je vends du café torréfié. Donc accessible dans mon vocabulaire, dans ma façon de les aborder et accessible dans le café que je vais leur vendre. Parce que moi, ce que je suis capable d'apprécier, eux, et a fortiori, eux, peut-être qu'ils sont capables de l'apprécier, mais leurs clients, qui sont des personnes qui sont en mode métro, boulot, dodo, pim, pam, poum, le midi, il faut que ce soit plié en 1 heure, et puis on prend le café comme ça à la va-vite, ou alors
on prend le café à la machine sur une pause café qui dure 5 minutes et puis j'ai pas trop le temps d'apprécier et puis de comprendre tous les enjeux de l'extraction, etc. Donc, moi, j'essaye de faire en sorte que les cafés soient à la fois accessibles, mais en même temps, tu peux avoir un café accessible qui ait une bonne traçabilité et qui représente un bon travail derrière. Tu vois, c'est pas parce que tu as un travail de fond qui est fait sur le terrain que tu vas avoir un café qui sera complètement inaccessible au palais de tout le monde, tu vois, enfin, qui sera du 86+, hyper acide, etc., etc. Et ben non, en fait, tu peux très bien avoir des choses qui sont très bien faites avec du volume. Tu peux avoir un producteur brésilien qui travaille mécanisé avec des machines parce que c'est comme ça que le marché fonctionne chez lui et avoir un café qui va te satisfaire en le sortant dans une machine Jura, tu vois, je veux dire. J'essaye d'être ouverte à ça et en même temps d'aller vers l'exigence quand c'est nécessaire et là où c'est nécessaire, en fonction aussi des interlocuteurs, de les faire évoluer, de faire en sorte voilà, donc mon principal apprentissage, je dirais, c'est surtout de rester ouverte et intelligible parce que, tu vois, un des enjeux que j'ai eu, moi, dans le développement de mon blog, c'est qu'au début, je voulais que ce soit accessible au grand public et aux professionnels. Puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un choix. C'est-à-dire que je pouvais intégrer les professionnels dans le grand public, mais je ne peux pas intégrer le grand public dans les professionnels, tu vois, parce que tu ne rentres pas dans la même terminologie. Donc en fait, j'ai pris le parti de raconter des petites histoires, d'essayer d'être plus... donc il y a des moments, les professionnels vont retrouver des trucs plus techniques, ils vont plus comprendre, mais l'idée, c'est quand même de parler, encore une fois, de l'humain. Et dans ma démarche actuelle, j'essaie de communiquer, de transmettre tout ce que j'ai appris en m'adaptant à mon public, mais surtout de transmettre l'humanité qu'il y a dans le café. C'est ça, en fait, qui nous anime tous, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est ça, moi, qui m'anime encore. Et donc ça, c'est une chose. Et après, forcément, j'ai rencontré des gens au fil de mon voyage. J'essaye de faire en sorte de voir si on peut pas travailler ensemble, tu vois. Mais de garder un contact avec eux, ouais. Ah oui, il y a des gens avec qui je suis en contact toutes les semaines. Enfin voilà, c'est après des fois c'est hey, ça va, bah ouais ça va et toi et puis enfin tu vois c'est pas forcément du contact du business parce que c'est pas comme ça que j'y allais non plus. Et puis des fois je leur dis tiens écoute je cherche un café où est-ce que vous en êtes dans votre école? Je pense que ce serait possible de nous envoyer des échantillons. Voilà, donc j'essaye, sachant que je suis dans une équipe qui a déjà tout un process de travail, je ne peux pas arriver en disant ouais, on va tout changer, tu vois, d'abord parce que c'est pas du tout ma volonté, et puis parce que c'est pas si facile que ça en fait d'acheter du café à qui tu as envie d'acheter du café. Il y a toute une logistique derrière. Et là, je voyais d'ailleurs récemment qu'il y avait un importateur qui développer un service spécifique de logistique pour les personnes, les torréfacteurs qui souhaiteraient acheter du café qu'ils auraient eux-mêmes directement sourcé. Mais ça, pour moi, ça doit être l'évolution future des importateurs, tu vois. Enfin, parce que maintenant, c'est facile de te déplacer, d'aller connaître un producteur. Peut-être qu'il ne va pas faire le meilleur café du monde, mais en fait, c'est un producteur que tu aimes bien et que tu as connu et que tu as envie de soutenir. Et tu sais que ça va bien fonctionner pour toi. Parce que effectivement, en fait, tu es un petit torréfacteur, soit tu as fait un voyage, soit tu as été en contact avec quelqu'un, tu as vraiment envie d'acheter son café, un peu de café. C'est pas si facile que ça, en fait, aujourd'hui. Si t'as pas, parce que c'est quand même très difficile, forcément. C'est hyper dur. Et même Alors si. tu voudrais l'acheter à un bon prix et le soutenir, en fait. Parce que le direct trade a clairement ses limites et souvent, en fait, on dit que ça n'existe pas au final parce qu'il faut utiliser la logistique et l'expérience des importateurs. Oui. Et donc, tu disais que maintenant, ça existe, en fait, qu'il y a des gens qui commencent à faire ça. J'ai vu passer sur le site sur LinkedIn, là, l'importateur Algrano, qui est situé à Zurich, hein, qui a lancé une plateforme où tu peux faire ton calcul carrément. J'ai vu passer ça. Et alors, d'abord, je veux dire une chose, je ne veux absolument pas dénigrer les importateurs, ni les exportateurs, ni les importateurs. Pour moi, ce sont des personnes qui font un boulot absolument fondamental, d'abord. Hein, et il y en a qui bossent bien, il y en a qui bossent moins bien, enfin, selon mes critères.
Il y en a qui bossent hyper bien, qui ont des équipes sur place, qui font des projets de développement, voilà, qui ont un suivi sur plusieurs années. Donc, d'abord, il ne faut pas se couper des importateurs. Et en tant que torréfacteur, je dirais même plus, il ne faut pas avoir honte d'acheter un importateur parce que ils sourcent des super cafés et ils peuvent développer des super projets, tu vois. Donc voilà. Maintenant, quand on est torréfacteur, quand tu es petit torréfacteur et que tu veux acheter 2 sacs de café, c'est compliqué pour toi, mais c'est aussi compliqué pour le producteur, hein, parce que tu ne le fais pas s'illusionner beaucoup en lui achetant 2 sacs de café, je suis désolée de le dire. Bon, si, je le fais s'illusionner un petit peu, mais voilà. Quand tu passes ton temps tu vois, à faire en sorte que tu sois bien, que tu goûtes son café, etc., et puis finalement tu dis je veux 2 sacs, là où tu as une table de 25 cafés, il est là, ah bah ok, d'accord, bah, tu veux 2 sacs, tu veux 120 kilos, ok, bon, bah, très bien, voilà. Mais en plus, logistiquement parlant, ça coûte très très cher. Pourquoi ? Parce que les 2 voies de transport, c'est par avion, où c'est extrêmement cher, ou les voies maritimes. Pour les voies maritimes, il faut, pour rentabiliser, remplir des containers, ou en tout cas les remplir suffisamment pour pouvoir avoir un coût, une rentabilité, un coût en termes de volume qui soit acceptable. Et du coup, tu es obligé de passer par des importateurs ou en tout cas des intermédiaires qui vont t'aider à faire ça. Après, je sais qu'il y a aussi Roasters United qui a développé, donc c'est une coopérative de torréfacteurs qui sont unis pour se mettre d'accord. Donc c'est Esperanza qui bosse avec eux. Oui, par exemple, en France, il y a la Belle Brûlerie aussi. Ouais, voilà, donc c'est très bien, hein, mais il faut maintenant, moi je crois, si on veut aussi bien allier la possibilité de faire du direct trade ou ce qu'on appelle du direct trade, et par ailleurs la possibilité de continuer à travailler avec les importateurs en bonne intelligence, il faut vraiment qu'on puisse avoir accès à ces 2 services. Ça, c'est mon opinion, et c'est ce que j'aimerais se voir développer effectivement en termes de services chez les importateurs. J'avais discuté de ça avec un torréfacteur australien que j'avais rencontré au Guatemala qui me disait que lui, je crois que son café, c'est. Je ne sais plus comment s'appelle le torréfacteur. Il est assez connu en Australie. Et il me disait que lui, il passait par un importateur systématiquement et qu'il n'y avait aucun problème, tu vois. Donc, je ne sais pas si en Australie, il y a une vision plus libérale et qu'on, du coup, en fait, on s'en fout. Enfin, que les importateurs ont développé le service parce qu'en fait, ils font une plus-value dessus et que ça leur va très bien. Toujours est-il que chez nous, en Europe, c'est encore compliqué. Ouais. Je pense que peut-être que ça arrive aussi que quelqu'un a entendu parler d'un producteur ou est allé le voir dans un de ses voyages et a besoin d'un importateur peut-être pour faire toute la partie logistique. Et au final, en fait, et a été vraiment content d'avoir cette espèce d'exclusivité parce que souvent, en fait, les torréfacteurs, ils recherchent aussi une certaine exclusivité parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir le même café que le voisin. Mais alors, du coup, peut-être que l'importateur en profite pour récupérer un peu le bébé et peut-être qu'il y a pas des choses, des histoires comme ça, peut-être. Oh, peut-être, hein, certainement. Mais après, moi, j'estime que si au final l'importateur, enfin ça, c'est encore une fois mon avis et c'est pas du tout quelque chose que j'ai partagé avec qui que ce soit. Mais si l'importateur derrière, il permet à un producteur que toi tu as déniché de se développer, d'accéder à un marché et qui fait les choses correctement, par ailleurs, il lui donne quelques tips pour lui permettre d'améliorer sa qualité. Moi, je donne le feu vert direct, tu vois. Au contraire, je l'encouragerais complètement. Si demain je vais voir Andrel de Belco, je lui dis bah tiens, moi j'aimerais bien, enfin voilà, j'ai connu ce producteur et puis en fait j'aimerais bien importer du café, mais bon voilà, je sais que moi je veux pouvoir lui acheter tout son stock, peut-être que vous ça vous intéresse, etc. Bon bah voilà, si je sais que Belco il bosse bien, j'aurais pas de problème. Je ferai attention si c'est des personnes que je connais pas, tu vois, mais il y a quelques personnes, bon ben je pense aussi il y a une personne qui serait peut-être pas mal que tu puisses l'interroger, enfin l'interviewer. C'est Lennart Klerks de This Side Up, importateur aux Pays-Bas. Ouais. C'est quelqu'un qui a une vision très peace and love du café, mais très réaliste aussi en bon hollandais, hein, et vraiment une personne super sympa et qui a une vision du café déjà hyper transparente. Si tu vas sur son site, tous ses prix sont expliqués, il investit vachement dans les pays, etc.
Et bah, tu vois, si c'est des personnes, bah, d'ailleurs, le fameux producteur de café Robusta, Fine Robusta, bah, je les ai mis en contact et maintenant, ils lui achètent peu de café, mais ils lui achètent du café. D'accord. Ok. Voilà. Et alors, peut-être pour terminer sur ça, parce qu'on pourrait en parler encore une fois pendant des heures, mais il faut bien arrêter à un moment donné. Et, parmi tout ce que tu as vu, en fait, dans les initiatives qui venaient des pays eux-mêmes, parce que là, en fait, il y a des choses qu'on peut faire, mais finalement, on est quand même limité. Et puis, et même si on a toujours en tête, OK, alors qu'est-ce que je peux faire pour que le producteur, il ait une plus grosse part du gâteau? Mais quelles sont les initiatives que tu as vues dans les pays d'origine qui, pour toi, ont vraiment fait des différences? Alors, c'est souvent des initiatives éducatives. C'est systématiquement des initiatives éducatives. Ça peut être fait par le secteur privé, souvent par le secteur privé, parfois par des organismes publics. Donc, par exemple, je parlais en Indonésie, j'ai rencontré. D'ailleurs, c'est la coopérative avec laquelle bosse Belco. Donc, c'est comment il s'appelle, Classic Beans. Ouais. Alors eux, ils ont vraiment, enfin la vision du fondateur de Classic Beans, c'est une vision très tournée vers l'environnement. Donc ils ont éduqué, pardon du mot, mais ils ont vraiment transmis des connaissances et formé des producteurs qui n'étaient pas des producteurs de café dans des zones qui étaient en risque de déforestation pour en gros les occuper, faire en sorte qu'ils n'aillent pas déforester et qu'ils s'occupent avec une autre activité et du coup qu'ils leur rapportent de l'argent et suffisamment d'argent pour qu'ils n'aillent pas couper des arbres. Donc ça, c'est une initiative éducative. Il y a aussi à Yogyakarta, donc c'est au centre de Java, il y a une coopérative, une école pour des producteurs de café qui s'est développée. Et encore une fois, c'était pas des personnes qui étaient formées au café, mais qui avaient une vision de l'éducation. Et en fait, ils ont utilisé le café comme un outil et non pas comme une fin. Et au final, ils ont développé tout un business et ils sont rentrés dans l'industrie du specialty. Mais à la base, c'était pas leur finalité et ça n'est toujours pas leur finalité. La finalité, c'est l'éducation et l'empowerment à travers l'éducation, à travers la coopération, la collaboration. C'est leur leitmotiv. Ensuite, il y a, je ne peux pas ne pas parler de Ana Café au Guatemala parce que même si on peut beaucoup les critiquer, certainement parce qu'il y a certainement des gens qui sont corrompus là-dedans, mais n'empêche que c'est le meilleur exemple de soutien aux producteurs que j'ai vu dans les pays, dans tous les pays que j'ai visités. Il faut savoir qu'il y a l'accès à, je sais pas moi, à l'analyse des sols, à un certain suivi technique des producteurs est gratuit, même pour les non-membres, donc ce qui les pousse à être membres, etc. Il y a vraiment un gros travail d'éducation pour avancer vers la qualité. Il y a un travail de segmentation du marché qui a été fait en fonction de certaines zones géographiques, donc une stratégie marketing qui est super intéressante, accessoirement. Enfin, pour moi, c'est vraiment une des associations les plus dynamiques et qui a ses limites, mais qui est vraiment ultra dynamique et qui fait bien les choses. J'ai vu aussi des initiatives privées au Brésil, des groupes de femmes qui se lient et qui s'allient pour se former, pour avancer vers le café de spécialité dans certaines régions du Brésil qui sont connues pour des cafés de qualité. Donc, c'est les régions de Matas de Minas, c'est près de Espírito Santo, mais de l'autre côté de la frontière, donc le Caparao, la Matas de Minas, Sul de Minas. Là-bas, il y a des groupes qui se mettent en place, vraiment des initiatives privées. Il y a une initiative super intéressante qui a été développée dans la région du Cerrado, dans l'état de Minas Gerais, qui est le premier état producteur au Brésil. La région du Cerrado, c'est la région de production en volume la plus importante. On parle de café essentiellement de récolte mécanisée. Et en fait, là-bas, il y a une initiative de développement d'une dénomination d'origine du café Cerrado. Pourquoi? Parce qu'en fait, café Cerrado, quand tu achètes du café en volume, c'est le café de base, quoi, je dirais. Et en fait, ils ont vraiment voulu défendre une qualité. Donc, c'est le développement d'un produit, d'une propriété intellectuelle, dénomination d'origine
sur le modèle de l'AOP avec un cahier des charges pas trop strict pour pas être trop fermé, mais pour défendre en fait une qualité au lieu de la voir au contraire être complètement exploitée et dénigrée en fait. Donc initiative économique, stratégique hyper intéressante. Le Brésil, c'est un pays qui a énormément mis d'argent dans la recherche agronomique autour du café. C'est un pays hyper intéressant. Donc voilà, je pourrais en citer plein comme ça. Il y en a plein des initiatives. Il y a encore une dont je voudrais parler au Mexique. J'ai pas beaucoup parlé du Mexique. C'est un pays qui est compliqué, bien compliqué pour le café. Il y a beaucoup de potentiel, mais voilà, il y a encore des traditions indigènes extrêmement fortes, un pays qui est encore très marqué par les conflits avec les narcos et qui complique beaucoup le business là-bas, des infrastructures parfois compliquées aussi. Mais il y a une initiative qui s'appelle Femme Café, donc c'est un groupe de femmes dans la région de Veracruz, dans une région, une des plus grosses régions productrices en termes de volume de café. Et c'est pareil, un groupe de femmes qui s'est auto-formé, qui s'est dit à un moment, qui est basé sur des techniques de culture agroécologique, etc. Donc voilà, qui a pris le contre-pied d'une industrie hyper industrialisée parce qu'ils voulaient vraiment se recentrer sur l'humain, sur la vie. D'ailleurs, leur coopérative s'appelle Vida, donc la vie. Comment développer la vie, comment développer le café au sein d'autres cultures autochtones, indigènes, etc. Tout ça, c'est des initiatives humaines super intéressantes qu'on ne voit pas du tout à l'international. Et c'est fort dommage parce que tout simplement, les cafés n'atteignent pas forcément les niveaux de qualité qu'on exige. Et c'est là où j'en viens, en fait, qu'il ne faut pas soutenir que le café de qualité, il faut soutenir des initiatives aussi. Ouais, et c'est là où c'est peut-être difficile pour un public qui ne pense qu'au café spécialité parce ils vont pas se retrouver dans le café et donc ils vont pas peut-être faire cette démarche-là. Comment on peut les pousser à y arriver? Faut se projeter vis-à-vis de ton propre public parce qu'en fait, toi, ton exigence, quand tu es torréfacteur ou quand tu es barista, c'est très bien de vouloir faire évoluer le palais de ton client, etc. De lui faire aborder des aspects de la dégustation, de la qualité. Mais en fait, lui, il ne faut pas non plus aller trop choquer avec sa propre habitude, tu vois. Je veux dire un truc, moi, dans ma famille, ils adorent quand je leur amène un café du Brésil, tu vois, type 80-82, qu'ils peuvent boire tous les jours, tu vois, sans se dire qu'ils vont se ruiner en l'achetant. Et en même temps, parce qu'il est bien sélectionné, bien préparé, passe super bien quand même, tu vois. Donc, je dirais que pour les motiver, faut juste te dire que de toute façon, toi-même, tu ne pourrais pas te payer du café de spécialité tous les jours, à moins que tu sois riche comme Crésus. Hein. Mais concrètement, que tu dois faire du café de spécialité un moment de partage, une occasion un petit peu exceptionnelle. Te rendre compte que si tu ne bois pas du champagne tous les jours, moi, je considère qu'on ne boit pas du café de 85 plus nécessairement tous les jours non plus. Tu peux avoir un très bon espresso avec un café qui va, tu vois, quand je te parle de cette initiative Femme Café, c'est sur des cafés qui font entre 80 et 84. C'est du très bon café. Tu peux tout à fait imaginer les avoir dans ta tasse et avoir un café qui est extrêmement correct. Donc, encore une fois, je dirais qu'il faut, toujours se dire que la motivation derrière, c'est quand même qu'il y a des gens qui dépendent de ce produit. Faut pas oublier ça. Il y a des gens qui vivent que de ça. Ça représente 80% de leurs revenus. Tu vois, s'ils ont plus ça, ils n'ont plus rien. Donc, si tu fais ça si tu aimes le café, il faut aussi aimer les gens qu'il y a derrière. Mhm. Exactement. Et pas forcément se limiter justement à quelques fermes qui ont eu d'une manière ou d'une autre la possibilité d'investir pour faire du 85+. Et que toutes les autres initiatives comme tu dis, en fait, sont vraiment bénéfiques pour les populations locales, les producteurs et leurs familles. Elles sont peut-être pas au niveau de 85, mais elles méritent vraiment. Ah ouais. Après, il y a aussi quelque chose qu'il faut se dire pour avoir voyagé. Je me souviens que quand on était en Ouganda, on a été dans une zone
à l'ouest du pays, à la frontière avec le Rwanda et le Congo. On était en volontariat là-bas quand on parlait de business model, comment tu finances ton projet, tu peux aussi faire du volontariat. Donc on avait fait une semaine de volontariat dans une ferme. Personne mais qui n'avait pas d'accès à l'électricité, pas d'accès à l'eau courante, tu vois, tout se cuisine au feu de bois, etc. Qui faisaient. Alors eux, tu vois, ils avaient une ferme de café et ils avaient développé un business de tourisme du café. Et en fait, du coup, ils faisaient venir donc des gens, c'était une zone touristique un petit peu autour. Et du coup, il y avait des gens qui venaient régulièrement faire le circuit de qu'est-ce c'est quoi la cerise. Puis après, on torréfiait au feu dans la grande casserole. Et puis après, on faisait la mouture au pilon. Et puis après, la dégustation du café le plus torréfié, le moins torréfié. Ils étaient convaincus que le café le plus torréfié avait moins de caféine et qu'il fallait donc le boire le soir. Voilà. Et c'était un café, je veux dire, quand je le buvais le matin. Donc le matin, du coup, on avait droit au café pas trop torréfié. Et je me disais, mais il est carrément. Il faut savoir qu'ils ont plein de problèmes de process, de qualité, voilà, vraiment plein de problèmes. Mais dont ils n'étaient pas du tout conscients. Et je le buvais, je le trouvais super bon. Je l'ai amené à Kampala, j'en ai fait une analyse physique et puis j'ai fait une analyse sensorielle et je me suis trouvée à 74 et je l'ai trouvé moins bon en étant à Kampala qu'en étant dans la ferme. Ouais. Ça, je trouve aussi. Tu as le côté, tu vois, quand tu vas en Argentine, tu bouffes plein de dulce de leche puis tu ne veux plus en manger quand tu es ici. Tu vois. Y a aussi ce côté-là, le côté, quand tu es dans le cœur du truc, tu es pris dans ton exotisme et puis des fois, tu as des souvenirs, de sensations que tu ne vas pas forcément immédiatement retrouver dans ta tasse. En plus, quand le café il a reposé 3 mois, ça n'a rien à voir à quand tu viens de le boire sur place tout frais. Quoi. C'est vrai. Non, mais ça, c'est. Enfin, et puis je me reconnais là aussi. Je me rappelle, j'ai passé du temps là où tu allais aussi, à Tchélélectou. Ouais. Et mon meilleur coffee shop de toute l'Éthiopie, c'était un petit boui-boui tenu par une femme qui faisait le café et les espèces de les petits pains qu'il faisait aussi. Et le café, je le trouvais absolument fantastique là-bas et bien meilleur que ce que j'ai pu boire à Addis. Alors, dans la réalité de la chose, je ne sais pas au final, mais j'en ai un souvenir tellement fantastique. Et je me disais, mais j'ai de la chance, je suis dans le village paumé au sud de l'Éthiopie et c'est là où ils font le meilleur café. Ouais, mais t'es pris par l'exotisme du truc aussi, tu vois. Après, ça marche pas tout le temps. Hein. Effectivement, là, je vois qu'il y a des gens qui disent tu vois que du lyophilisé. Il y a effectivement des pays où. Moi, il y a un pays où j'arrivais pas à boire le café dans aucun hôtel. C'était l'Indonésie et le Brésil aussi. Parce qu'ils boivent que du Robusta instantané, mais vraiment immonde, vraiment. Donc là, effectivement, des fois, l'exotisme, ça marche pas. Ça marche pas tout le temps, ouais. Ok, mais en tout cas, c'était une conversation remplie d'exotisme, justement, mais pas que, d'exotisme avec du sens. Et on aurait pu continuer pendant très longtemps, évidemment. Oui. Et peut-être qu'il y aura une version 2, hein, j'en sais rien. Si jamais ça t'intéresse d'aller un peu plus loin sur certains sujets, c'est carrément. Ouais, il faudra que je continue mon blog déjà, parce que je l'ai mis pas mal en stand-by. Mais... Tu vas le continuer d'ailleurs? Il faudrait, j'ai plein de matériel, j'ai plein de choses. Enfin, je veux dire, il y a peut-être 20% de ce que j'ai qui est sorti, en fait. Oui, d'accord, effectivement. Ouh là là. D'ailleurs, il y a du matos qui... Ouais. Donc Coffee Behind the Scenes, si vous voulez retourner. Il y a aussi donc la chaîne YouTube. Donc, il y a beaucoup de choses à approfondir sur son voyage et sur ce qu'elle a pu voir et expérimenter. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre un café quand on pourra enfin aller prendre des cafés. Je suis maintenant sur Paris, donc en voilà. takeaway. C'est pour prendre des cafés en takeaway. Ok. Ouais. Ça marche. Merci. Merci à toi, ouais. À bientôt tout le monde et merci d'avoir été là et de suivre sur YouTube et sur podcast. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao.